Professeur. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci au comité d'organisation. Pour ma part, je suis vraiment impressionnée puisque c'est la première participation à ce congrès national des médecins généralistes. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite me faire le porte-parole du laboratoire Servier pour vous parler des bloqueurs du système rénine-angiotensine, donc un peu dans la continuité de ce qui a été présenté. Et puis, je vais essayer de vous convaincre par rapport à ce traitement-là. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais juste vous rappeler que l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire majeur, donc qui expose le patient à un certain nombre de complications cardiovasculaires. Et donc, il est important de faire le dépistage et la prise en charge précoce de ce facteur afin de prévenir les complications cardiovasculaires. Et comme vous le savez, dans plus de 75% des cas, le médecin généraliste a un rôle fondamental puisque c'est le premier maillon de la chaîne du parcours de soins. Et par conséquent, nous devons absolument œuvrer ensemble pour pouvoir lutter contre l'inertie thérapeutique qui permettra justement de mieux prendre en charge le patient. Alors nous allons donc voir à la lumière des dernières données sur la prise en charge de l'hypertension artérielle quels sont les traitements qui sont recommandés, tout en insistant principalement sur le blocage du système rénine-angiotensine et de ses effets cardiovasculaires. Alors un bref aperçu des données de l'enquête nationale sur l'hypertension artérielle pour rappeler que l'hypertension a une prévalence qui est particulièrement élevée, beaucoup plus chez l'homme que chez la femme, mais le plus marquant dans tout ça, c'est que près des 3/4 de nos patients ne sont pas aux valeurs cibles thérapeutiques. Et par conséquent, il faut absolument que l'on s'acharne à équilibrer nos patients pour pouvoir réduire le risque cardiovasculaire. Donc pour illustrer cette présentation, je vous fais la présentation de Madame Rita, une patiente de 65 ans, sédentaire et sans coronaropathie, qui se présente à vous avec des signes neurosensoriels à type de céphalée et acouphène, et qui, à l'examen physique, a des arguments d'obésité morbide, des chiffres tensionnels en faveur d'une hypertension artérielle de niveau 2, et sur le plan métabolique, donc tous les critères en faveur d'une dyslipidémie mixte avec une intolérance aux hydrates de carbone, ce qui la classe d'emblée dans un tableau de syndrome métabolique. Alors, si l'on voit un peu les recommandations, lorsque vous avez un patient qui a des chiffres tensionnels élevés, il faut avant tout confirmer ou infirmer le diagnostic. Et pour cela, vous devez soit le revoir en consultation, ou alors préconiser une mesure ambulatoire de la pression artérielle, ou la fameuse règle des 3 en prescrivant des mesures à domicile. Et à partir de là, vous pourrez confirmer ou infirmer l'hypertension artérielle. Alors, selon les dernières recommandations, il semble que les traitements d'association soient le traitement de référence pour pouvoir initier le traitement. Et ce traitement initial doit comprendre un bloqueur du système rénine-angiotensine en association avec un inhibiteur calcique ou diurétique. Mais là encore, le professeur Alami l'a bien démontré, la monothérapie est envisageable dans certaines conditions, notamment chez le sujet âgé de plus de 80 ans ou fragile, ou dans les cas où vous avez une hypertension artérielle de grade 1. Et ce n'est qu'en cas de résistance ou d'échec de cette première association qu'il faudra passer à une triple association. Alors, pour ma part, je vais essayer de vous aborder un certain nombre de différents faits que l'on va voir en comparant justement les antagonistes des récepteurs avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Est-ce que ces molécules se valent au sein de leur classe respective? Eh bien, regardez bien ces différents tableaux. Il y a clairement, au sein de la classe des IEC, une vraie hétérogénéité, avec des IEC qui ont des demi-vies qui sont plutôt courtes, tandis que d'autres, tels que le perindopril ou le trandolapril, des IEC qui ont des demi-vies extrêmement longues, pouvant aller jusqu'à 24 heures. Et vous avez exactement la même chose au sein de la classe des ARA2, avec, là encore, une grande disparité des caractéristiques pharmacocinétiques, avec ici, comme à titre d'exemple, le telmisartan, dont la demi-vie va jusqu'à 24 heures.
Donc clairement, au sein de la classe de chacune des catégories des bloqueurs du système rénine-angiotensine, il y a une hétérogénéité pharmacodynamique. Mais enfin, l'efficacité du traitement antihypertenseur ne dépend pas uniquement de la demi-vie, elle dépend également de la qualité de la fixation tissulaire du traitement et que l'on évalue par ce fameux rapport Val-Epic. Et vous convenez bien qu'avec moi que la prescription du traitement doit aussi prendre en considération le rapport Val-Epic afin de pouvoir garantir une certaine homogénéité et surtout la couverture du cycle noctéméral. Et ici, en l'occurrence, les antihypertenseurs qui ont le rapport Val-Epic le plus élevé, eh bien, ce sont ceux pour lesquels on a une efficacité qui est sensiblement similaire sur tout le nictémère. Par conséquent, donc, au sein de chacune des deux classes des bloqueurs du système rénine-angiotensine, nous, en tant que praticiens, on privilégiera toujours plutôt des molécules dont le rapport Val-Epic sera le plus prolongé afin de couvrir au maximum le cycle nictéméral et réduire le nombre de prises par jour. Mais alors, qu'en est-il par rapport à l'effet de ces molécules sur la mortalité toute cause et la mortalité cardiovasculaire chez les patients à haut risque? Et vous avez ici une méta-analyse qui a repris l'ensemble des études qui ont évalué l'effet des bloqueurs du système rénine-angiotensine. Et vous remarquez bien qu'il y a beaucoup plus d'études positives à la faveur des IEC montrant leur supériorité sur la réduction de la morbimortalité, tandis que les ARA2, quant à eux, certes, ils sont efficaces sur le plan hémodynamique, ils réduisent les chiffres tensionnels, mais leur impact sur la morbimortalité n'est pas, en tous les cas, jusqu'à ce jour, prouvé. Alors, pour vous illustrer un petit peu cet effet, je vous fais référence à l'essai ASCOT, qui est un essai randomisé, prospectif, qui a pris des patients âgés entre 40 et 79 ans. 19 000 patients hypertendus ont été inclus avec au moins 3 facteurs de risque, donc c'était des patients à risque élevé. Et on a comparé, à l'époque, au début des années 2000, le traitement antihypertenseur de référence, c'était le traitement bêta-bloquant. Et donc on a comparé les patients entre bêta-bloquant diurétique versus IEC inhibiteur calcique. Eh bien, d'un point de vue hémodynamique, regardez bien, les deux groupes de molécules antihypertensives font baisser les chiffres tensionnels aussi bien sur la pression artérielle systolique que sur la pression artérielle diastolique. Donc on peut dire finalement qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux groupes. Mais est-ce que pour une baisse de pression équivalente, est-ce qu'il y a une efficacité similaire sur la prévention cardiovasculaire? Eh bien, pas vraiment, puisque lorsque l'on prend l'effet de ces molécules-là sur les critères forts, que sont les critères de mortalité, eh bien, c'est plutôt le groupe amlodipine périndopril qui se distingue par la réduction du risque de mortalité cardiovasculaire et la réduction de la mortalité toute cause. Donc, par rapport à cet effet sur les critères forts de mortalité, retenez bien que l'association IEC inhibiteur calcique est la seule jusqu'à ce jour à avoir démontré son effet non seulement efficace sur la réduction des chiffres tensionnels, mais également un effet favorable sur la mortalité cardiovasculaire et toute cause. A contrario, les ARA2, quant à eux, jusqu'à ce jour, aucune étude, que ce soit l'étude Value ou que ce soit l'étude On-Target, aucune n'a pu démontrer cet effet sur les critères forts de mortalité. Alors, la méta-analyse de Savares est une méta-analyse qui vient un peu dans le même état d'esprit, qui voulait vérifier cette information, qui a repris des essais incluant IEC et ARA2 et qu'ils ont évalué dans une population de patients à haut risque sans insuffisance cardiaque. Alors, en effet, quand on voit l'effet des bloqueurs du système rénine-angiotensine, clairement, ces molécules réduisent significativement le critère composite, qui est un critère associant décès, infarctus, AVC et mortalité toute cause, de la même manière qu'ils réduisent les AVC et ils réduisent les nouveaux cas de diabète. Mais par contre, lorsque l'on prend chacun des critères pris séparément, eh bien ici en rouge, vous avez une nette supériorité des IEC par rapport aux antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, avec une réduction des cas d'infarctus, une réduction de l'insuffisance cardiaque, une réduction de la mortalité totale, tandis qu'aucun effet sur ces différents critères n'a été observé dans le pool des patients traités par antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. Donc, in fine, les IEC doivent toujours être envisagés en première intention
pour la prévention de l'ensemble du spectre des événements cardiovasculaires, alors que les ARA2 constituent plutôt une bonne alternative thérapeutique, et vous verrez dans quelles conditions. Alors, faut-il aller d'emblée sur une monothérapie à forte dose ou plutôt privilégier une combinaison à dose fixe? Donc, les orateurs précédents ont très largement insisté sur cette idée, à savoir que, clairement, il est préférable d'opter pour une combinaison thérapeutique, puisque cette méta-analyse récemment publiée en 2019 a montré en effet que l'association des traitements médicamenteux avait un effet non seulement sur l'ensemble du spectre cardiovasculaire, mais qu'elle permettait en plus la réduction des cas d'hospitalisation, la réduction des AVC et la réduction même de la mortalité, chose que l'on n'obtient pas forcément avec des monothérapies à forte dose. Donc par rapport à cette deuxième vérification des faits, c'est-à-dire l'effet des bloqueurs du système rénine-angiotensine sur les critères forts de mortalité, c'est plutôt les IEC qui l'emportent là encore. Alors maintenant, on va s'intéresser à une population de patients qui sont des patients à très haut risque. Ce sont les patients diabétiques. Est-ce que les bloqueurs du système rénine-angiotensine sont efficaces de la même manière sur cette population des patients? Alors, je vous rappelle très succinctement les lignes directrices de 2018 qui a, sur la stratification de l'hypertension artérielle, permis de classer le risque cardiovasculaire de nos patients. Et regardez bien les patients diabétiques ici présents, même en l'absence de diabète compliqué, chez un patient hypertendu et pour une pression artérielle normale à élevée, ce patient est d'emblée classé comme étant un patient à risque modéré et à élevé. Et dès lors que les chiffres tensionnels sont au-delà de 140 mm de mercure, ce patient passe directement dans la catégorie des patients à risque élevé. Donc, c'est des patients pour lesquels il faut véritablement être très attentif. Alors, l'essai ADVANCE est un essai qui est parti du postulat et sur la base des résultats de cette première étude UKPDS, qui avait en effet démontré que le contrôle intensif glycémique permettait de réduire les événements cardiovasculaires. Donc, ceci a déjà été démontré au début des années 2000. Eh bien, l'essai ADVANCE a voulu tout d'abord revérifier cette information, mais en plus, elle a évalué l'effet de l'association du périndopril-indapamide sur cette population des patients en évaluant différents critères qui sont les critères d'événements majeurs macro et microvasculaires. Eh bien, regardez les résultats. Lorsque l'on évalue l'effet d'un contrôle glycémique standard versus intensif, clairement, le contrôle intensif du diabète permet une réduction du critère composite d'événements cardiovasculaires majeurs, mais aussi une réduction des événements microvasculaires, avec notamment une réduction des cas de néphropathie, tandis que l'effet sur la rétinopathie était neutre. Par contre, le contrôle glycémique intensif n'a aucun impact sur la réduction de la mortalité. Mais alors, qu'en est-il de la population des patients diabétiques et hypertendus? Et vous le savez, l'hypertension, lorsqu'elle se surajoute au terrain du diabète, est un facteur déterminant indépendant et très important qui va majorer les complications macro- et microvasculaires. Et l'essai ADVANCE a voulu évaluer l'effet de cette association thérapeutique indépendamment de la pression artérielle initiale, c'est-à-dire même si les patients avaient une pression artérielle normale. Et à cet effet, regardez bien, les patients qui ont été soumis à un traitement périndopril, indapamide, sont ceux qui ont tiré le plus grand bénéfice en termes de réduction du critère composite, mais en plus avaient bénéficié d'une réduction de la mortalité toute cause. Donc ce que l'on retiendra de cet essai, c'est que le périndopril, indapamide, non seulement il est efficace sur les chiffres tensionnels avec une bonne tolérance, il permet la réduction de la mortalité totale et de la mortalité cardiovasculaire, mais en plus, il permet la réduction des événements rénaux avec la réduction des cas de microalbuminurie nouvelle, suggérant un vrai rôle de néphroprotection de cette association thérapeutique. Alors, dans l'essai ADVANCE-ON, en fait, où les investigateurs ont juste prolongé le suivi de ces patients-là, eh bien, lorsque l'on suit ces patients pratiquement 10 ans après, l'effet bénéfique du contrôle intensif, eh bien, il ne se maintient pas au long cours. Donc, au final, c'est plutôt l'association du traitement périndopril indapamide qui, elle, se maintient dans le temps avec toujours cet effet bénéfique sur la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toute cause. Mais alors, qu'en est-il de la place des ARA2 ?
est-ce que les ARA2, en tant que bloqueurs du système rénine-angiotensine, eux aussi, est-ce qu'ils ont un effet cardiovasculaire chez les patients diabétiques? Eh bien, dans cette méta-analyse, où tous les patients inclus n'étaient pas forcément des patients hypertendus, les patients ont été suivis pendant une période de 12 mois et les résultats sont là encore très évidents. C'est plutôt les IEC qui se distinguent par rapport aux ARA2, avec toujours la réduction de la mortalité totale, la réduction de la mortalité toute cause et la réduction de l'ensemble des événements cardiovasculaires, tandis qu'avec les ARA2, eh bien, clairement, il n'y avait aucun effet sur la mortalité toute cause, ni sur les décès cardiovasculaires. Dans cette méta-analyse qui est beaucoup plus récente et où les auteurs ont voulu un petit peu comparer des nouvelles molécules d'ARA2 avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, eh bien là encore, les résultats rejoignent ce qui a été préalablement démontré, à savoir que c'est toujours les IEC qui l'emportent sur les critères forts de mortalité cardiovasculaire, de mortalité totale, de réduction des infarctus et même de réduction des accidents vasculaires cérébraux, tandis que malgré le développement des bloqueurs des autres sartans, eh bien, les effets favorables de ces molécules-là, en dehors de la réduction des chiffres tensionnels, eh bien, ces effets n'ont pas véritablement d'impact sur la réduction de la mortalité. Donc, in fine, les IEC ont largement démontré leur capacité significative de protection cardiovasculaire, tandis que les ARA2 n'ont aucun effet sur ces résultats-là. Donc, par rapport à ce concept de protection cardiovasculaire des patients diabétiques, eh bien, clairement, devant la disparité des effets bénéfiques sur la mortalité et la morbidité cardiovasculaire, pour notre patiente, notre choix se porterait de manière préférentielle sur la prescription d'un IEC en première intention plutôt que la prescription d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine. Mais alors, qu'en est-il par rapport aux patients qui ont déjà une maladie rénale chronique? Et vous le savez, les patients diabétiques sont des patients qui, au fur et à mesure que le diabète avance dans le temps, sont exposés à développer une maladie rénale qui peut être majorée par le contexte de l'hypertension artérielle. C'est la raison pour laquelle il faut absolument guetter cette micro- et macroalbuminurie qui est non seulement un facteur qui signe la progression de la maladie rénale, mais qui en plus est un facteur qui expose le patient aux maladies cardiovasculaires et au risque de décès. Donc, pour nous, en tant que praticiens, il faut non seulement prescrire des antihypertenseurs pour baisser les chiffres tensionnels, il faut prescrire les antihypertenseurs pour réduire le risque cardiovasculaire, mais il faut aussi penser à prescrire un antihypertenseur qui va avoir un effet de néphroprotection. Et c'est là toute la différence dans la très large gamme des traitements antihypertenseurs dont nous avons à notre disposition. Eh bien, dans cette méta-analyse, de manière très très succincte, regardez bien, même si les controverses subsistent concernant le traitement antihypertenseur optimal de cette population de patients, si les sartans ont en effet prouvé leur efficacité sur la réduction des événements rénaux, il n'en est pas moins que par rapport à la mortalité, ces derniers ne sont absolument pas efficaces. Et là encore, on retrouve plutôt les IEC, mais pas n'importe lequel. Là encore, l'effet des IEC est parfois propre à la molécule plutôt que par rapport à la classe. Et c'est l'essai Advance avec le fameux couple perindopril qui non seulement a démontré son efficacité antihypertensive, mais a en plus démontré son efficacité sur la prévention de la maladie rénale, en prévention primaire et en prévention secondaire, et sur la baisse de la mortalité cardiovasculaire et totale. Donc, in fine, retenez bien que les combinaisons des traitements antihypertenseurs varient dans leur effet de protection rénale et cardiovasculaire pour une réduction similaire de pression artérielle et que dans la plupart des essais, la réduction de la microalbuminurie est en effet associée à des preuves de protection rénale qui ne sont pas forcément liées à une réduction du risque coronaire. Et enfin, je terminerai par cette revue systématique de la base de données Cochrane qui a, sur une population de patients diabétiques sans maladie rénale, normo-albuminuriques au moment de l'inclusion, ont été évalués sur une période de 6 mois avec des traitements antihypertenseurs versus placebo. Eh bien, dans le groupe des patients qui ont été soumis à un traitement par IEC, on retrouve toujours les mêmes conclusions, c'est-à-dire une réduction des événements rénaux avec la micro- et macroalbuminurie et surtout la réduction de la mortalité toute cause,
Tandis qu'avec les ARA2, même si les effets rénaux sont retrouvés, mais de manière non significative, il n'en est rien par rapport à la mortalité toute cause. Voilà, donc IEC versus placebo offre une double protection rénale et cardiovasculaire, tandis que les ARA2 réduisent la micro- et macroalbuminurie sans effet significatif sur la progression de la maladie rénale diabétique. Voilà, donc si l'on veut retenir quelque chose par rapport au profil des patients hypertendus avec une maladie rénale chronique, vous devez commencer à traiter vos patients dès lors que la tension artérielle est supérieure à 140/90, avec bien évidemment en prescrivant des conseils sur les mesures hygiéno-diététiques. Et l'intervalle cible thérapeutique doit être une pression artérielle entre 130 et 139 mm de mercure, sous réserve bien sûr d'une bonne tolérance du traitement et de l'absence d'impact sur la fonction rénale. Et enfin, c'est plutôt les bloqueurs du système rénine-angiotensine, et les recommandations effectivement ne tranchent pas entre IEC et ARA2, c'est-à-dire les bloqueurs doivent être prescrits pour pouvoir faire baisser les chiffres tensionnels et réduire l'incidence de la maladie rénale. Et pour cela, on recommande plutôt en classe 1 l'association d'un bloqueur du système rénine-angiotensine avec soit un inhibiteur calcique ou un traitement diurétique. Je profite de cette slide pour vous rappeler qu'il est strictement contre-indiqué d'associer 2 inhibiteurs du système rénine-angiotensine, prescription qui se faisait à l'époque en particulier par les néphrologues. Et enfin, donc dernière vérification des faits qui est celui de l'atout, et c'est ce qui dérange le plus par rapport à la prescription des IEC. En tant que praticien, on est souvent un petit peu gêné par les patients qui, effectivement, commencent à se plaindre d'une toux avec le démarrage d'un traitement par IEC. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à ce jour, nous avons une très faible qualité des faits à l'appui des recommandations par rapport à la gestion des patients qui font une toux aux IEC. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si votre patient se plaint d'une toux, eh bien, l'arrêt du traitement va permettre la régression de cette toux dans un délai de 1 à 4 semaines. Mais ce n'est pas pour autant que le patient ne doit pas être traité. Entre-temps, il faudra bien évidemment le mettre sous une autre molécule. Mais chez les patients pour lesquels la toux se résorbe après l'arrêt du traitement, eh bien, on pourra retenter l'introduction d'un traitement par IEC, peut-être par un autre IEC qui est moins tucigène, pour pouvoir justement faire bénéficier le patient de l'ensemble des bienfaits cardiovasculaires de cette molécule-là. Et enfin, ce n'est qu'en cas de toux persistante ou intolérable induite par le traitement IEC que l'on pensera justement à switcher vers un traitement par un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine. Alors pour mémoire, il faut savoir que l'incidence globale de la toux, elle est plutôt faible et que ce n'est pas un effet secondaire, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est très fréquent. L'incidence n'est que de 3,9% dans cette étude-là et qu'elle semblerait être potentialisée par le cumul d'un certain nombre de facteurs de risque cliniques tels que l'âge, le sexe féminin ou la prise concomitante de certains hypolipémiens. Donc, in fine, si la toux peut être un symptôme fréquent, en fait, son incidence elle est plutôt faible et que la toux peut être expliquée par un grand nombre d'affections diverses qui peuvent être en rapport avec soit de l'insuffisance cardiaque, soit un problème de reflux gastro-œsophagien qu'il faut savoir rechercher en cas justement de toux concomitante avec un traitement antihypertenseur. Et ce qui est aussi important, c'est qu'avant d'arrêter définitivement un traitement par IEC, il est important de passer par une période d'arrêt puis de réadministration du traitement afin de pouvoir établir un lien d'imputabilité entre le traitement prescrit et la survenue de la toux. Et enfin, surtout, ne pas oublier l'effet cardioprotecteur des IEC, puisque l'arrêt de ce traitement-là aura certainement un impact négatif sur le devenir au long terme des patients, et ce n'est que la main forcée qu'il faudra switcher vers une autre molécule, notamment un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine. Alors par rapport à la prise en charge de la toux, eh bien, dans cette étude-là, les auteurs ont en fait démontré que lorsque la prescription de l'IEC était associée à un inhibiteur calcique, eh bien, il y avait une incidence beaucoup plus faible des toux soi-disant induites par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc c'est un message qu'il faut savoir garder en tête. Si votre patient fait une toux induite sous IEC, eh bien, la combinaison avec un inhibiteur calcique permet de réduire cette incidence-là.
Voilà, donc en conclusion, je terminerai en disant que les bloqueurs du système rénine-angiotensine se caractérisent par leur hétérogénéité pharmacocinétique et cardiovasculaire, et que, en effet, dans la population générale hypertendue à risque élevé, les IEC diminuent la mortalité toute cause et la mortalité cardiovasculaire, ainsi que l'ensemble du spectre des événements cardiovasculaires. Et enfin, dans la population particulière du patient diabétique, qui est une population à haut risque cardiovasculaire, eh bien, les IEC offrent une double protection, une protection cardiovasculaire, mais aussi une protection rénale, avec notamment une réduction des cas de micro- et macroalbuminurie, donc des cas de prévention primaire, et ralentissent la progression de la maladie rénale. Et à ce titre, l'essai ADVANCE, qui a évalué l'effet perindopril-indapamide, est l'étude qui répond le mieux aux lignes directrices européennes, incluant aussi bien les objectifs de pression artérielle, la combinaison adéquate IEC-diurétique et la protection simultanée rénale et cardiovasculaire. Je vous remercie.